Bonsoir, le professeur Charles Zakari Boao est sur le plateau de l'entretien, ancien ministre. Il est actuellement le président coordonnateur de l'IDC Frocade. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, cher ami. Monsieur le ministre, est-ce qu'il faut vous appeler opposant ou un intellectuel révolté? Les deux me sied bien. Je suis un intellectuel et aujourd'hui, j'appartiens à une famille politique qui revendique d'être clairement à l'opposition. Donc, de ce point de vue, je suis opposant. Voilà, vous devenez un opposant. Hier, tout a commencé par votre opposition au changement de la Constitution du 20 janvier 2002 qui est évacuée. Aujourd'hui, vous vous radicalisez, vous devenez opposant, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui vous oppose réellement au pouvoir actuel ou simplement au président Denis Sassou Nguesso? Je voudrais vous préciser une chose. Je ne suis pas un opposant radical. Je n'ai pas une position radicale, cher ami. Écoutez, le débat se posait dans ce pays en termes d'évolution des institutions. Fallait-il, oui ou non, changer la Constitution? Charles Zakari Boao, en intellectuel engagé, a pensé et continue à penser que nous n'avions pas besoin de changer la Constitution. Nous pouvions raisonnablement, techniquement, par la voie de la révision, entreprendre toutes les évolutions que nous pensions indispensables dans le cadre d'un pays où tout fonctionnait normalement. Il y a eu une autre tendance, c'est celle-là qu'il faut qualifier de radicale. Celle qui a décidé, contre toutes les règles d'une constitution, d'aller à une nouvelle constitution. Donc la radicalité, sur ce plan-là, est du côté de ceux qui ont travaillé pour changer la Constitution. Elle n'est pas du côté de ceux qui militaient pour le statu quo et pour une évolution progressive. Mais le débat est là. Ce qui s'est fait, chacun peut apprécier. Donc, la radicalité est du côté du pouvoir. Maintenant, en ce qui me concerne en tant que philosophe, en tant qu'intellectuel, ce que je revendique, c'est la radicalité éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un débat public, dans un engagement qui prend en charge l'avenir du pays, en tant que politique, se mettre dans une position où on peut défendre l'indéfendable, où on peut expliquer l'inexplicable. C'est ce que j'ai entrepris au bureau politique du Parti congolais du travail. C'est encore cette posture de radicalité éthique que j'ai eu à développer dans l'ensemble des écrits que j'ai pu rendre publics, y compris sous la forme de lettres ouvertes. Oh, lettres ouvertes. Donc, il faut cesser avec cette appréciation malencontreuse qui pense que nous sommes des radicaux. Non. Dans ce point de vue, nous savons, vous venez de le rappeler tout à l'heure, oui. Vous étiez contre le changement de la Constitution. Oui. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, vous devenez opposant. Oui. On va enlever le mot radical. Mais qu'est-ce qui vous oppose au président Sassou ou au pouvoir actuel après le changement de la Constitution? Nous n'avons plus la même vision stratégique du pays. Je considère que ce qui s'est passé le 25 octobre est un coup d'État constitutionnel. Je m'appuie sur cela, non seulement sur les dispositions de la Constitution du 20 janvier, mais aussi sur un ensemble de considérations issues de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, de la déclaration de Bamako, déclaration dans le cadre de la francophonie, et d'autres documents pertinents qui caractérisent ce type de démarche comme tout simplement étant un coup d'État constitutionnel ou anticonstitutionnel. C'est un coup d'État, c'est-à-dire un changement brutal qui ne se justifiait pas selon l'état d'esprit des institutions. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que le débat est clair. J'ai dit que je ne participerai jamais à un coup d'État, qu'il soit classique ou non classique. Dès lors que ça a été fait, j'ai considéré que stratégiquement, nous n'avions plus le même regard sur l'avenir du pays et j'ai tiré les conséquences de cela. C'est pour ça que je suis aujourd'hui en face de ce que je considère comme un coup d'État anticonstitutionnel. Si on comprend bien, votre opposition se base sur le non-respect de la loi ou le respect de la loi. Alors, quand on voit la configuration de l'opposition aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui ne sont pas divergentes, puisque tous, vous parlez de la même voix aujourd'hui,
que le pays ne marche pas bien, il y a trop de problèmes. Vous l'avez déclaré aussi dans votre lettre ouverte. Est-ce que c'est là aussi votre problème? Le sous-développement, la mauvaise gestion? Bien sûr. En faisant ce que nous avons fait, aujourd'hui, nous avons replongé le pays dans une crise institutionnelle dont on n'avait pas besoin. Aujourd'hui, on est dans une nébuleuse qui est telle que le président de la République, je pense, en a pris conscience et a décidé d'aller à une élection présidentielle anticipée. S'il n'y avait rien, si tout se passait normalement, on n'aurait pas besoin de tout ça. C'est dans les pays où il y a une crise de légitimité. C'est dans les pays où il y a un problème parce que, par exemple, le chef de l'État est décédé qu'on va vers les élections anticipées. Donc, nous sommes dans une crise de légitimité et nous sommes obligés de le constater et à partir de là, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous sortions de cette crise de légitimité. Ma vision sur le plan stratégique est de dire, j'étais au Parti congolais du travail. Nous n'avons pas pu moderniser ce parti. Parce que vous étiez, le débat de la refondation a été complètement parasité par des considérations passéistes qui malheureusement se retrouvent aujourd'hui au centre de la démarche qui conduit le président à changer la Constitution et à vouloir entreprendre une autre démarche qui, de ce point de vue, pour moi, ne s'accorde pas avec ma façon de voir. Une démarche opposée à l'alternance démocratique. On aimerait bien comprendre. Oui. Qu'est-ce qui vous dérange, la longévité au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso ou les questions tant décriées par vos collègues opposants? Je voulais le dire tout à l'heure, la mauvaise gestion, le sous-développement. Voilà. Écoutez, sur ce plan-là, on pourra faire le point. Ouais. Le débat arrive. Il y a d'abord, j'insiste sur cette question, n'est-ce pas, de vision stratégique. Maintenant, il y a un bilan à faire sur la pratique au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. De ce point de vue, il y a l'étape du monopartisme, il y a l'étape qui a suivi après les événements de 1997. On peut faire le bilan. Des choses et d'autres intéressantes pour les unes, moins intéressantes pour d'autres ont été faites en matière économique, en matière culturelle. Le bilan, de ce point de vue, mérite des nuances. Maintenant, la manière dont, aujourd'hui, on recapitalise les choses pour pouvoir aller vers ce que nous vivons, ce retour au passé, me semble être en contradiction flagrante avec quelques avancées que nous avons pu faire pour renouer ce pays ensemble, derrière le président, avec sa propre modernité, dans le concert, n'est-ce pas, des nations. De ce point de vue, nous entrons là dans une autre étape. Et cette étape qui devrait permettre au Congo de réussir son pari avec l'avenir à partir du respect de l'alternance démocratique. Or là, il y a eu coupure. Et à partir de cette coupure, je pense que, quel que soit ce qu'on dira du bilan, l'avenir ne sera pas le même. On est obligé de regarder autrement et d'essayer, à partir des leçons que nous tirons de ce coup d'État, de voir comment faire autrement pour que le pays ne renoue pas avec les démons du passé. Et ça m'attriste quand j'entends le président de la République dire, malgré les démons qui nous hantent parfois l'esprit, je dis, il est pris au piège de son rapport avec son passé. Et je considère que de ce point de vue, il a trahi son parcours d'homme d'État auquel, modestement et humblement, j'ai participé à promouvoir sous sa direction. Vous parlez de la participation. Nous l'avons dit, vous êtes ancien ministre, vous étiez longtemps ministre. Alors, pendant cette période, nous n'avons pas vu critiquer le pouvoir tel que vous le faites. Parce que vous suivez certainement mal les débats du pays. Vous le faites maintenant. Vous suivez mal le débat. Est-ce que c'est vous voyez, c'est ça qui m'attriste dans ce pays. Vous ne suivez donc pas le débat, cher ami. Mais il y a eu tout un débat sur la refondation du Parti congolais du travail. C'était la refondation. Nous parlons de la gestion. S'il vous plaît, mais ça fait partie du bloc. Le programme du président de la République, qu'il s'agisse de la Nouvelle Espérance ou du chemin d'avenir, prévoyait une place importante à ce que l'on appelle l'assainissement de l'espace public. Il n'y avait pas que ça.
Il y avait les aspects économiques, il y avait les aspects de diversification de notre économie et tout cela. Il y a eu la municipalisation. Sur ces questions-là, chaque fois que j'ai pu apporter ma contribution, je ne l'ai pas tue. J'ai dit que ceci était bien, ceci était mauvais. J'ai été plusieurs fois sur les plateaux de télévision pour défendre ce qui méritait d'être défendu. Vous n'avez pas démissionné comme nous voyons aujourd'hui en France avec Toubira qui... À chaque chose son temps. Écoutez, j'avais tant espéré que malgré tout, on avait encore le temps de faire le débat qui allait nous apporter la solution à notre passé au niveau du Parti congolais du travail. Après tout, c'est le parti au pouvoir. Dès que surgit le débat autour de la question du changement ou pas de la Constitution, j'ai compris que c'était le condensé de tout ça et qu'il n'y avait plus rien de bon à faire. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autre choix à faire que de tirer les conséquences. Et en ce qui me concerne, je les ai tirées. Maintenant, sur la critique de l'action gouvernementale, je continue à dire qu'il y a eu des bonnes choses, qu'il y en a eu aussi de mauvaises, mais que dans le cadre de mes fonctions, j'ai apporté ce que j'ai pu. Et que s'il y avait des choses à critiquer dans ce cadre-là, je le faisais. Mais en toute solidarité, j'assume ma part dans ce qui a été fait dans ce pays. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas allé au départ au FROCAD. J'aurais pu aller au FROCAD. Mais nous, qui avons accompagné le président, nous avons estimé qu'à partir de la rupture stratégique qui se posait autour de ce débat, qui est un débat d'horizon sur cette question, nous devions nous organiser à part pour nous permettre devant le peuple d'assumer aussi notre participation à la gestion de ce pouvoir. On a l'impression que vous avez mal digéré votre éviction du gouvernement. Vous savez, vous la digérez mal. On me l'a dit au bureau politique. Ouais. J'ai lu dans Jeune Afrique un certain nombre de choses. Je ne suis pas dans ce débat-là, je suis sur un débat éthique. Si les mêmes qui pensent que j'ai choisi, ils ne lisent pas mes arguments, ils ne combattent pas mes arguments, ils font des développements ad hominem. Les mêmes, si moi, Boao, je m'étais levé aujourd'hui pour dire « je suis pour le changement de la Constitution », je dis bien les mêmes, et je les connais. Ils auraient pris la parole pour dire « ah, le type, il veut revenir au gouvernement, c'est pour ça qu'il chante comme ces juristes qui ont perdu le sens de leur métier, le changement de la Constitution tout azimut ». Non, je ne suis pas de ce côté-là. Je suis sur un débat d'idées, j'ai toujours été sur un débat d'idées, j'ai toujours été pour la convivialité républicaine. C'est dans cet espace-là que je me démarque. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Monsieur le ministre, nous avons... Et s'il faut parler en termes d'ingratitude, j'ai dit au bureau politique, peut-être qu'un jour on fera le bilan, dans d'autres circonstances. Je ne sais pas si moi je serai du côté de celui qu'on va traiter d'ingrat. Parce que je pense, de ce point de vue, que j'ai rendu ce que je méritais. Peut-être qu'en retour, je n'ai pas reçu aussi ce que je pouvais mériter et prétendre. Donc ça, c'est un autre débat. Il est, à mon avis, il ne faut pas le perturber avec l'avenir du pays. Vous gardez encore les bons rapports avec le président, puisque vous êtes resté longtemps à ses côtés. Alors, je considère que je n'ai aucun problème personnel avec le président de la République et que, à tout moment, je donnerai mon point de vue sans que cela ne apparaisse comme un problème d'individu. Nous voulons vérifier une information dans cette émission. On aurait appris que vous êtes revenu à Brazzaville, puisque pendant le référendum, vous étiez à l'extérieur du pays. Vous êtes revenu dans un jet privé, du temps affrété par le gouvernement, juste pour venir, on peut dire, jouer le jeu du pouvoir dans l'opposition, que le ministre des Affaires étrangères, donc Gakoso, vous aurait reçu à l'aéroport. Est-ce que toutes ces informations, vous pouvez nous les confirmer? Ah, je n'en sais rien. Je découvre ça sur votre plateau. J'ai appris sur les réseaux sociaux que je suis revenu au pays suivant un accord que j'ai eu avec le président de la République. Je ne suis pas au courant d'un tel accord. Je suis revenu dans ce pays le plus simplement du monde parce que j'estimais que ce que je faisais en France dans le cadre du partenariat interuniversitaire entre l'université Marien-Ngouabi et l'université de Lille 3 était terminé. Parallèlement, bien sûr, l'évolution de la situation du pays m'a fait prendre, parce que j'étais en France, un certain nombre de positions que j'assume,
Mais quand j'ai terminé, avec ce que j'avais à faire à l'université, mon travail, c'était de rentrer au pays. Et je suis revenu le plus normalement. J'ai pris Air France. Je suis passé par Libreville parce que j'avais un séminaire à animer à l'université de Libreville et un colloque dans le cadre de l'Institut ENEA. Et quand ce colloque est terminé, ce séminaire est terminé, j'ai pris tranquillement un vol équerre et je suis rentré au pays. Donc, je ne sais pas, rencontre avec le ministre Ngakoso, qui est un frère, un ami. Oui, on s'est vu. Pas du tout, c'est pas du tout vu. On a parlé au téléphone, on n'a même pas parlé du pays. On parlait de nos problèmes de famille, ça va, il était de passage. Ça s'est arrêté là. Voilà, monsieur le ministre, l'élection présidentielle est fixée pour le 20 mars, c'est connu de tous. Oui. Et jusqu'aujourd'hui où nous tournons cette émission, le candidat ou les candidats de l'IDC FROCAD ne sont pas connus. Bien sûr, nous allons pas à pas. Pour l'instant, notre urgence, c'est d'obtenir un triangle avec le gouvernement et tout ce qui peut être considéré comme le consensus de Sibiti pour nous accorder sur la transparence au cours de cette élection. Nous négocions. Les tractations sont en place. On attend que nous clarifions ces choses-là pour nous permettre d'aller à une élection apaisée où le meilleur véritablement gagne. Maintenant, nous avons tenu une convention au niveau de l'opposition. Vous avez suivi les conclusions de cette convention. Là aussi, la coordination des plateformes que j'assure, en toute responsabilité, en toute liberté et en toute transparence, a travaillé avec les plateformes. Nous avons clôturé notre stratégie électorale sur la base de ce que nous avons dit à la Convention. Nous attendons d'en tirer les conséquences dans les semaines qui suivent, sous réserve bien sûr que soient clarifiées clairement, pour ainsi dire, les règles du jeu. Et nous aurons une cérémonie publique au cours de laquelle nous annoncerons le ou les candidatures de l'opposition et ça ne va pas tarder. Ce qui paraît paradoxal à notre avis, c'est que quand le président annonce les élections, l'opposition a réagi pour dire que c'était trop anticipé, permettez-moi, qu'il ne fallait pas l'organiser de sitôt, il fallait attendre certainement la fin de 2016. Et ce qu'on constate, c'est que vous traînez les pas pendant que c'est vous qui avez dit hier que c'était trop tôt d'organiser les élections. Nous n'avons jamais dit dans une déclaration que c'est trop tôt. Nous avons dit, le président a décidé d'aller à l'élection anticipée, alors que dans son discours, il a dit que tout va bien. Il aurait pu attendre tranquillement juin ou juillet pour le faire. Bon, il a décidé, et nous comprenons les raisons pour lesquelles il veut aller de manière anticipée. Quelles sont ces raisons? Notre lecture est qu'en réalité, il est dans une crise institutionnelle. Il veut prêter serment pour pouvoir avoir l'élégance. Comment vous expliquez cette crise institutionnelle, puisque la nouvelle constitution autorise aux Mais il n'a, dans ces conditions, il n'avait qu'à nommer son premier ministre, former son gouvernement. Pourquoi a-t-il besoin d'aller à une élection anticipée? Il a expliqué dans l'un de ses discours devant le député. C'est vous qui l'avez compris. Le peuple n'a pas compris de quoi il s'agit. C'est aussi ça. On ne fait jamais une élection anticipée dans un pays s'il n'y a pas une crise. La crise est là. Il faut trouver moyen de sortir définitivement de la Constitution du 20 janvier pour s'installer définitivement dans la Constitution, ce que j'appelle la non-Constitution du 25 octobre. Le président de la République s'est positionné dans une extra-constitutionnalité dans les deux sens et il voudrait se réinsérer à partir de cette élection pour lui permettre d'être quelque peu à l'aise et de consacrer de façon un peu crédible le coup d'État qui a été fait le 25 octobre dernier. Donc, quand le président, devant les députés, devant les députés, le président l'explique bien, en se basant sur la nouvelle constitution, que la nouvelle République démarre ou encore s'amorce avec l'élection présidentielle. Symboliquement, il a du mal à le faire. Sinon, une constitution dite d'application immédiate. Puisque c'est un coup d'État, c'est simple. Il nommait son premier ministre, il formait son gouvernement et il laissait les autres institutions aller jusqu'à échéance. Je crois que
il mesure lui-même qu'on est allé trop loin, qu'on n'avait pas besoin de ça. Et c'est pour ça qu'il veut faire cette élection anticipée. Vous êtes journaliste, citez-moi un seul pays au monde où on pense que tout va bien et on décide subitement d'une élection anticipée. Il aurait pu dire, le plus simplement du monde, que bon, pour une raison ou pour une autre, je démissionne et j'organise une élection anticipée. Ça aussi, c'est jouable. Cher Zachary Boao, nous constatons que vous n'avez pas encore des candidats officiels. Oui, annoncés. Nous lisons sur Facebook déjà des états-majors de tous ceux qui constituent quelques cadres responsables de l'IDC FROCAD. Lancé, on peut le dire déjà, des candidatures. Nous lisons au commissariat tout le temps tous ceux qui le soutiennent annoncer déjà sa candidature. Parfait Kolela. C'est leur droit. Ce sont des plateformes, ce sont des partis politiques. Ils ont le droit d'exprimer Est-ce que cela ne fragilise pas votre organisation au sein de S'il m'était moi permis de la question, j'allais vous dire, est-ce que c'est ce que vous sentez? Mais moi, je pense que les règles sont en train de se dérouler le plus vous ne vous entendez pas, il y a non, je préside les réunions des plateformes. L'opposition fonctionne comme vous savez, un bateau sans gouvernail. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous avons tenu avec succès une convention à laquelle la volonté d'aller de l'avant a pris le pas sur les atavismes, sur les anachronismes, sur les divisions. Et de ce point de vue, je pense qu'on a fait un pas important. Au sortir de la convention, nous venons d'annoncer, de faire des déclarations sur l'élection pour montrer qu'est-ce qui est en train de se faire. Parallèlement à cela, puisque notre volonté, c'est d'aller quand même à cette élection pour obtenir la victoire qu'on nous a arrachée en octobre dernier. À partir de là, je peux vous garantir que nos réunions se déroulent dans une ambiance, mais vraiment fraternelle. Une ambiance de camaraderie telle que il n'y a pas une seule réunion qui s'est terminée en queue de poisson. Nous convenons d'un certain nombre de règles. Nous avons donné un délai aux plateformes pour qu'elles s'accordent sur les candidatures. Ce délai arrive à son terme en fin de semaine, si vous voulez que je vous le dise. La semaine prochaine, nous ferons le point avec les plateformes. Si ces 2 ou 3 candidatures, nous les enregistrons, nous travaillons avec ces candidatures et nous préparons une annonce officielle de nos candidats, du ou de nos candidats. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Nous prenons notre temps. Quand la nouvelle République est née, c'est-à-dire la nouvelle Constitution, vous avez créé Haro jusqu'à refuser de la reconnaître. Mais aujourd'hui, vous allez aux élections sous cette nouvelle République. C'est une contradiction qu'on appelle performative. Nous avons le souci de ce peuple. Nous avons le souci de ce pays. Nous ne voulons pas de troubles. C'est pour ça que nous nous disons, puisque c'est le peuple qui a le dernier mot, et puisque un espace de liberté vient d'être créé, comment nous on fait pour l'exploiter au mieux? Croyez-moi que si nous gagnons, et c'est ce qui va se passer si la transparence est là, ce ne sera pas pour valider une constitution que nous considérons comme issue d'une démarche chaotique. J'ai lu cette constitution pratiquement 10 jours après que la campagne ait commencé. Je n'ai pas vu une rencontre citoyenne où on a débattu de cette constitution. C'est une constitution d'une insignifiance telle qu'on n'en a jamais connu dans ce pays. À partir de ce moment-là, si Boao est élu président de la République, mais il y va avec un programme. Vous changerez la constitution. Mais bien sûr, enfin je dis Boao, c'est une façon de parler. Ouais. Mais le candidat de l'opposition qui sera élu, si les conditions de transparence sont réunies, mais nous changerons, nous créerons une atmosphère qui permettra de revenir à la Constitution du 20 janvier et de la faire évoluer selon ce que nous aurons entendu réellement du côté du peuple comme préoccupation et pas dans le cadre d'un retour catastrophique à la confiscation du pouvoir par la remise en cause du principe de la limitation des mandats. Ça non. C'est une honte que nous n'allons pas assumer. Nous allons terminer l'émission par cette question. Vous avez posé des préalables, des conditions pour participer à cette élection, entre autres la mise en œuvre de la biométrie. Nous nous rappelons dans une conférence de presse du ministre de la Communication, Thierry Mongala, qu'il n'était pas possible cette année de mettre en œuvre cette biométrie.
Mais que ferez-vous si elle n'est pas appliquée? Mais nous sommes sur ces questions-là, c'est un débat technique. Asseyons-nous, regardons qu'est-ce qui est jouable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Dialogue. Donc, il faut absolument un dialogue. Vous avez boycotté celui de CBT, mais vous en voulez un autre. Vous savez, nous avons les conclusions de CBT sur la gouvernance électorale. Nous avons les conclusions de Diatta sur la gouvernance électorale. Très peu de choses nous opposent. Donc, nous pouvons nous asseoir et nous accorder là-dessus, surtout que les deux conclusions sont dans le prolongement du dialogue de Dolizy, conduit par le ministre de l'Intérieur. Toute autre manière de faire, je peux même vous dire que nous avons lu la loi électorale actuelle. Vous savez qu'elle n'est même pas le reflet du consensus de CBT. La nouvelle loi électorale actuelle n'est pas le reflet du consensus de CBT sur un certain nombre de points. Dans cette loi? Qu'est-ce qui nous dérange? Mais beaucoup de choses. Nous avons fait un mémorandum. Nous voulons nous asseoir avec les autres pour que nous confrontons. OK? Monsieur le ministre... D'abord, en ce qui concerne le principe de l'indépendance de cette commission, l'indépendance devrait s'entendre comme la capacité de la Commission nationale électorale indépendante de préparer, d'organiser et même de publier les résultats. Voilà. C'est une institution indépendante comme le serait, comme l'est le pouvoir judiciaire, comme le sont les autres organes constitutionnels de ce pays. Donc, de ce point de vue, le gouvernement devrait accompagner cette commission électorale indépendante. Or, là, la loi qui nous est proposée fait exactement l'inverse. C'est le gouvernement qui a la maîtrise du processus et la CENI à venir, encore que la loi n'est même pas promulguée, va accompagner. Ça, ce n'est pas bien. Parce que dans ce pays, nous avons participé à toutes ces choses-là. Nous étions tombés d'accord depuis plusieurs années qu'il fallait progressivement quitter la formule d'une commission mixte qu'est la CONEL pour aller à une commission techniquement indépendante. Alors, monsieur le ministre, et à ce moment-là, on se serait, n'est-ce pas, on se serait entendu. Vous voyez, vous êtes maintenant, il y a quand même quelques avancées. Oui, voilà. On a dit, par exemple, qu'on va aller vers un bulletin unique. Oui. On est d'accord. On a dit, par exemple, que, je simplifie, les représentants des candidats auront des représentants dans les bureaux de vote. Nous sommes d'accord. La CENI sera faite de manière paritaire. Il faut qu'on s'asseye pour clarifier qui représente véritablement l'opposition pour faire partie de la CENI. Est-ce qu'une opposition qui dit « nous nous sommes réunis, nous avons décidé de soutenir le candidat du pouvoir » a quelque crédibilité? Nous disons ça, il y a qu'au Congo qu'on vit des choses comme ça. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous êtes intellectuel, nous l'avons dit. Oui, est-ce que les dialogues tels qu'ils sont organisés au Congo sont démocratiques? Oui et non. Et il y a eu la conférence nationale souveraine. Elle avait son côté symboliquement fort. Elle a eu aussi ses limites. Mais les Congolais étaient là. Il y a eu par la suite le dialogue national, il y a eu le forum national, il y a eu le dialogue national sans exclusivité. J'étais à la manœuvre. Là aussi, je peux vous dire que le consensus s'est construit sur une base fortement et crédiblement négociée. Mais le dialogue de CBT ne m'a pas paru recevoir la force d'un consensus qui aurait même pu impliquer tous les participants. Vous savez ce qu'ils en ont dit. La majorité écrasante a dit. Une partie a dit. Et puis une partie insignifiante a dit. C'est suffisant pour dire qu'il n'y a pas eu un consensus, au sens où les dialogues précédents auraient pu en construire. C'est pour ça que nous, on négocie fortement un nouveau consensus, que nous négocions un compromis historique. Pour épargner le pays. Il faut donc repousser les élections, certainement, en 2017. Alors, écoutez, sur cette question, je peux vous dire que même techniquement, le calendrier ne pourra pas être respecté. Ça veut dire que nous allons aller à une mascarade électorale.
Serez-vous candidat, puisqu'on aurait appris que vous êtes revenu prendre la tête du FOCAD pour être demain prendre la place de l'opposition? Ma mission aujourd'hui, ma mission est noble. Oui, je coordonne l'opposition et ma mission est noble. C'est travailler à ce que, dans la compréhension mutuelle, pour l'intérêt de cette République fraternelle, que l'opposition aille de façon responsable à cette opposition, à cette élection, avec des candidats ou un candidat crédible. Serez-vous candidat aux élections de... Oh, je peux vous dire que non, si vous le voulez bien. Ma mission aujourd'hui, c'est travailler à faire émerger des nouveaux candidats de l'opposition. Et quand ce processus aura atteint son terme, c'est là que vous saurez quels sont ces candidats, comment ils iront, quelle est la stratégie que nous allons dérouler. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Merci à vous.